bonsoir. Il est exactement 14 h sur la pendule centrale du média de développement et de l'entrepreneuriat. La même heure à Fugumba, dans Dalaba, à 282 km de Conakry. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le bureau du prof, votre rendez-vous éducatif qui vous parvient tous les samedis. Ici, le savoir prend vie, les questions trouvent leur réponse et l'apprentissage devient une aventure passionnante. Alors que vous soyez élève, étudiant, parent d'élèves ou simplement encadrant, rejoignez-nous pour explorer ensemble et sans filtre les mots qui assaillent notre système éducatif. Vous pouvez donc nous suivre via la page Facebook du média ou tout simplement télécharger l'application Kavi Média à travers App Store ou Play Store. Et ce soir, nous avons comme thème système éducatif guinéen, défis, avancées et leviers accélérateurs. Pour en parler, nous avons un grand invité que nous allons pour le moment taire le nom. Il sera d'un moment à l'autre présenté. Le débat, c'est dans un instant. Alors, merci encore une fois. Si, en tout cas, c'est tout de suite, vous venez de capter la fréquence 89.5 ou tout simplement, vous suivez le live streaming de l'émission. Sachez tout simplement que vous êtes dans l'émission Le Bureau du Prof, l'émission éducative qui vous donne la possibilité et l'opportunité de plonger dans les méandres des réalités de l'école de la République. Comme tous les samedis soirs, je suis accompagné de mes chroniqueurs. Il faut dire qu'il y a un chroniqueur qui est absent. Il a effectué un voyage aujourd'hui. Mais néanmoins, Excellence Barry, je vais vous dire bonsoir. Bonsoir professeur et bonsoir à Dr Mansaré et à tous nos auditeurs et téléspectateurs et également bonsoir à notre invité de prestige. Merci beaucoup et malgré la pluie, on l'a bravé, on est là, on est quasi trempé mais pour la Guinée, c'est un sacrifice grand pour servir la nation. Tout à fait. Docteur Mansaré, c'est cela, hein? Exactement. Moi je l'appelle actuellement le polémiste, hein? Il aime tellement polémiquer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, cher Barry. Oui. Bonsoir à notre très cher invité. Oui. Je dirais même que d'une part, à 50 à 70%, oui. Ça faisait que je me suis permis de me déplacer. Seulement, c'était pas du tout facile. Oui. C'est ma première fois de sortir sans voiture, en saison pluvieuse. Donc, c'est un honneur pour le recevoir. Merci beaucoup. C'est tout un grand honneur. Alors, on va lui dire un petit bonsoir. Il n'est même pas présenté. Hein? Voilà, il est très connu du grand public. C'est monsieur Aboubakar Mandela Kamara. Bonsoir et nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Kavi Média. Bonsoir monsieur Barry, notre vaillant professeur, inspirateur, et bonsoir à vos co-animateurs. Merci. Pour lesquels aussi je tire chapeau. Monsieur Barry, Excellence Barry, ça fait plusieurs années qu'il se bat aussi pour la promotion de l'éducation. Quant à Dr Mansaré, cela est connu de tous, c'est aussi quelqu'un qui, à sa manière, se bat dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'activisme, pour la promotion de l'éducation de qualité pour tous, y compris pour l'enseignement franco-arabe. Tout à fait. Donc c'est votre manière de contribuer à l'éducation de la nation. Vous êtes à féliciter, vous êtes à encourager. Merci beaucoup, monsieur Kamara. En tout cas, c'est un plaisir. Et comme vous le savez, chers chroniqueurs, chers co-débatteurs, chaque soir du samedi, vous savez autant que moi que l'émission Le Bureau du Prof est une émission qui est jalonnée de rubriques, qui est taillée aussi avec des rubriques comme le mot du prof, édu-technologie, éducation-technologie, qui revient de droit à Excellence Barry, qui va justement nous présenter rapidement sa rubrique avant qu'on ne parle du mot du prof. Mais du passage, quand même, vous êtes très calme. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'énergie. Ah bon, c'est peut-être que je suis un peu transi par la pluie, mais bon, on arrive à tenir. Oui, Excellence. Il n'y a pas tellement de chaleur dans le studio ce soir. On peut aussi comprendre. La nature est très fraîche depuis quelques jours. Alors, éducation et technologie, professeur, on s'intéresse, puisque en ce 21e siècle, les activités socio-professionnelles
sont presque envoyées, disons, sont toutes redevables à la technologie de nos jours. Aucune activité dans tous les secteurs d'activité, disons comme ça, socio-professionnels, la technologie est à sa place. Alors, on s'intéresse à l'éducation et la technologie en Guinée. Il n'est pas un secret pour personne que c'est un défi non encore relevé, loin d'être relevé. En Guinée, l'intégration de la technologie dans l'éducation reste un rêve quand même, on ne dira pas lointain, puisqu'il y a des quand même réformes qui sont entamées dans ce sens. Mais malgré quelques initiatives isolées, force est de constater que l'école guinéenne est encore très loin de l'ère numérique. Voilà, peu d'écoles sont équipées en matériel informatique. Aussi, l'accès à l'Internet est rare et la formation des enseignants à l'usage des outils numériques demeure insuffisante. Pour preuve, nous avons vu avec ces examens nationaux, il fallait créer un compte P-Card. Ça ressemblait comme une mare à boire ou bien une montagne à déplacer pour certains. Alors que c'est très facile. Quand on est à l'école de la technologie, c'est comme ça. Voilà, c'est des hauts et des bas. Voilà. Alors pourtant, le professeur vous conviendra avec moi, dans un monde où la technologie transforme profondément les méthodes d'apprentissage, notre retard devient inquiétant. Je dis bien notre retard devient inquiétant. Les élèves guinéens n'ont pas les mêmes chances que ceux des pays où le numérique est devenu un pilier de l'enseignement. Voilà, cette fracture numérique engendre autant pour moi ou accentue des inégalités et freine la modernisation de notre système éducatif. Alors, relever ce défi demande une véritable volonté politique. Vous ne pouvez pas le nier quand même. Voilà, des investissements concrets et pas que la parole seulement. Parce que nous avons vu ici il n'y a pas longtemps le Premier ministre même qui disait que toutes les écoles primaires seront connectées. Voilà, nous attendons de voir la concrétisation de cette décision. Voilà, donc, nous avons un invité, il va nous en parler sûrement. Voilà. Alors, le professeur, la technologie n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Pour préparer, siècle. Voilà, pour préparer nos élèves aux réalités du XXIe siècle. Il est temps d'agir si l'on veut vraiment donner à l'école guinéenne les moyens d'être une école de son temps. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette présentation avec brio de la rubrique éducation, technologie. Alors, on va rapidement embrayer avec le mot du prof. Le mot du prof est une rubrique un peu didactique qui consiste bien évidemment à aider les auditeurs à comprendre un peu quelques subtilités de la langue de Molière. Parce que quoi qu'on dise, la langue française, c'est notre langue de travail, c'est notre langue administrative. Donc, il est important qu'on la maîtrise, au moins même si c'est à 90%. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser un tout petit peu à l'accord des verbes pronominaux, l'accord du participe passé des verbes pronominaux, un véritable casse-tête. Alors, quand on dit par exemple, les femmes se sont succédées à la tribune des Nations Unies, beaucoup seront tentés d'accorder succéder en mettant E accent aigu, E muet, S, parce qu'on a dit les femmes. Attention, avec les verbes pronominaux, il faut faire très attention, sinon on risque de s'emmêler les pinceaux. Alors quand on dit les femmes se sont succédées, le verbe se succéder ici admet un complément d'objet indirect. Donc, on succède à quelqu'un, on ne succède pas à quelqu'un. Donc, dès que cela y est, on n'accorde pas, le participe passé reste invariable. C'est comme quand on dit tout de suite, elles se sont téléphonées, ou bien ils se sont téléphonés. On téléphone à quelqu'un, ou bien on téléphone quelqu'un. Donc là, il faudrait en ce moment qu'on n'accorde pas le participe passé. D'accord? Alors, prenons une autre phrase rapidement. Quand on dit elles se sont lavées les mains. Elles se sont lavées les mains. D'accord? Là aussi, beaucoup seront tentés d'accorder le participe passé avec le sujet. Pourtant, ce n'est pas le sujet elle ici qui commande l'accord, mais c'est plutôt le COD. Mais il est important de rechercher le COD. On aurait même souhaité que ça se tienne au tableau parce que ce sont des enseignants qui sont quand même sur ce plateau. Voilà, il suffit de chercher le COD. Le COD, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct qui commande justement l'accord. Et quelle est sa position par rapport au participe passé? Sa position ici, il est postposé. Et quand il est postposé, c'est placé, c'est pas tout le monde qui comprend ce terme. Voilà, placé après le verbe. Placé après le verbe. Et quand il est placé après le verbe, pas d'accord. Elles se sont lavées les mains. Elles ont lavé quoi? Les mains. Donc, laver ne s'accorde pas. Mais quand on dit elles se sont lavées, alors dans cette phrase,
où se trouve le complément d'objet direct. Elles se sont lavées tout simplement. Elles ont lavé qui? Voilà, elle a lavé qui? Donc là, l'action s'est réfléchie en quelque sorte. Donc là, en ce moment, on va accorder le participe passé, lavé. Ce sont des subtilités, ce n'est pas facile de les cerner à 100%, mais avec quand même la rubrique Le mot du prof, on va essayer, même si, comme on le dit, on n'a pas la science infuse. Hein. Voilà, il y a des auditeurs qui nous suivent qui sont mieux que nous. Voilà. On ne fait que jouer justement notre petite partition. Et rapidement, nous avons deux expressions. Il pleut à verse parce que c'est la saison pluvieuse. Quand on dit il pleut à verse, le professeur il pleut à verse, donc je n'irai pas à l'émission. Hein. Donc ça veut dire qu'il pleut abondamment. Ou voilà, il y a l'autre expression aussi, tomber des nues. Nu qui s'écrit comment? Avec N-U-E-S. Tomber des nues signifie tout simplement être très très surpris. On termine rapidement avec l'expression la date butoir. Quand on dit date butoir, on est tenté de mettre E à la fin du butoir. Pourtant, on ne doit pas mettre de E final, même si on dit la date. C'est ça aussi la langue française. Hein? Voilà. Quand on dit date butoir, butoir ne s'accorde pas du tout avec date. On l'écrira butoir B-U-T-O-I-R sans mettre E. Mais quand on dit les dates butoirs, là, ça s'accorde au pluriel. Voyez-vous un peu? La langue française, elle est très complexe. Donc, c'était là, mesdames et messieurs, auditeurs de Kavi Média. Le mot du prof. Et sans transition, nous allons cette fois-ci ouvrir la chemise de la thématique du jour et du système éducatif, défis, et voilà, opportunités, leviers, accélérateurs. Et pour en parler, nous avons dans ce studio, dans cette émission, un monsieur qui est très connu, Aboubacar Mandela Camara. Il est sociologue, spécialiste en planification et gestion de l'éducation, conseiller technique. Il a tout cela à son arc. Hein. Alors, monsieur Camara, nous allons nous intéresser à vous pour ensemble parler de ce thème très intéressant. Aujourd'hui, lorsque nous prenons le système éducatif guinéen, il y a tellement de problèmes, c'est connu, c'est un secret de Polichinelle. Et quand on parle de défis, aujourd'hui, il y a manque d'enseignants, il y a un problème de niveau des élèves. Aujourd'hui, qu'est-ce que le département est en train de faire concrètement pour essayer d'améliorer le système éducatif? Et je rappelle d'ailleurs que vous avez été cette année, si je ne m'abuse, le superviseur national des examens nationaux dans la coordinateur. Voilà, merci beaucoup, merci. Tout à fait. Donc, d'entrée de jeu, vous allez nous parler de qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour qualifier le système éducatif. Avant de répondre à votre question qui est pertinente, vous me permettrez pour une fois encore de saluer les aimables auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Ensuite, il faut rappeler un certain nombre de faits. Premièrement, comme vous le savez, comme nous le savons tous, comme beaucoup d'autres penseurs et auteurs l'ont dit, je vais citer cette fois-ci pas Nelson Mandela, mais plutôt Joseph Kizerbo qui a dit que... Un célèbre historien, hein? Effectivement, qui a dit que l'éducation, c'est comme l'unité principale de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés. C'est vrai. Donc, sans éducation, il n'y a pas de développement. Tout à fait. Donc, l'éducation dans toutes les nations émergentes ou qui ont émergé, l'éducation a été au centre des réformes. Bien, avant de parler de ce qui est en train d'être fait, il faut rappeler où nous en sommes, ou où nous étions, si nous prenons une date repère comme le 5 septembre 2021. Il faut rappeler que les derniers diagnostics, les dernières études diagnostiques de notre système ont démontré une déliquescence à outrance de notre système éducatif. Quand nous prenons par exemple le rapport d'état du système éducatif guinéen,
qui a précédé l'élaboration du PRODEG, Programme décennal de l'éducation 2020-2029, il est clairement indiqué qu'en termes d'accès, qu'en termes de qualité, qu'en termes de gouvernance et de pilotage, il y avait énormément de défis à relever pour que notre pays, la République de Guinée, puisse être au rendez-vous de l'éducation de qualité, pour une éducation de qualité, équitable et inclusive, avec la possibilité d'apprendre tout au long de la vie à l'horizon 2030. C'est pour cela récemment, j'ai écrit un ouvrage intitulé Éducation de qualité horizon 2030. La Guinée sera-t-elle au rendez-vous? Point d'interrogation. Mais à analyser les trois volets, l'accès, et la qualité, l'accès et l'équité, la qualité, la gouvernance, il y a énormément de défis. Prenons l'accès. En termes d'accès, il n'est l'ombre qu'un doute que quand nous prenons par exemple au niveau secondaire, il y a plusieurs localités jusque-là en Guinée qui manquent d'écoles. Ça, c'est en termes d'accès. Tout à fait. Qui manquent d'enseignants, malgré les efforts qui ont été faits, dont nous parlerons tout à l'heure. Et lorsque l'élève n'a pas accès à l'école, il n'a pas, ou même s'il a accès à l'école, il n'a pas accès à un enseignant de qualité, on ne peut parler de qualification, on ne peut réussir l'objectif de qualification du système éducatif. Tout à fait. En termes d'accès, ou en termes maintenant de qualité, prenons par exemple la documentation des ouvrages. Que ces ouvrages, que ces manuels soient physiques ou numériques. Tout à l'heure, Excellence parlait de TIS. Quand on prend le ratio élève-livre, là également, il y a un défi énorme. Un défi énorme. Donc, vous allez partir dans beaucoup de localités, dans beaucoup de régions, dans beaucoup d'écoles, établissements. Vous allez trouver que les élèves manquent de documentation. D'ailleurs, nous sommes dans un pays où, il faut l'avouer, beaucoup d'écoles manquent de bibliothèques. Ça c'est clair. Manque de bibliothèques. Ça c'est clair. Et comment peut-on qualifier le système si on n'a pas accès tout à fait, monsieur Camara, pas pour vous interrompre. C'est bien beau de dénoncer, mais étant un véritable acteur, un acteur principal, voire d'ailleurs un cadre du département, quelles sont les véritables mesures qui sont envisagées pour que ces failles-là soient corrigées? Voilà. Les écoles ne sont pas dotées de bibliothèques. Vous savez, avant de venir ici, je vous avais dit, lors de la préparation de cette émission, je voudrais intervenir surtout en qualité d'analyse. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut peindre d'abord la situation. D'accord. Pour savoir où nous sommes, où nous en sommes, et qu'est-ce qui est en train d'être fait, et où nous voulons aller. Tout à fait. Alors en termes de pilotage, après ça je vais répondre à votre question, en termes de gouvernance et pilotage, et vous vous souviendra que beaucoup de nos textes réglementaires et législatifs étaient caduques, datés de plusieurs années, d'autres même avant notre naissance, nous qui sommes dans cette, nous qui sommes dans ce studio. Oui, justement. Donc, depuis le 5 septembre 2021, il y a eu plusieurs réformes ou tentatives de réforme pour qualifier le système. Parmi ces réformes, il y a d'abord, on a commencé d'abord par l'accès. Il vous souviendra qu'il y a eu des programmes, qu'il y a eu un programme de construction, de rénovation et d'équipement des infrastructures scolaires qui a été lancé depuis 2022. Et plusieurs salles de classe. Aujourd'hui, on peut parler de plus de 500 salles de classe, des centaines de salles de classe qui ont été rénovées, qui ont été équipées. Des écoles, un programme, une initiative présidentielle même, qui consiste à construire des écoles modernes de type EP, école primaire Baridjawandou à Dixine. Donc cette initiative présidentielle aussi a été lancée. Tout à fait. Dans un premier temps à Conakry et progressivement dans les différentes régions et les différentes préfectures.
Et actuellement même, à l'heure où nous parlons, beaucoup, je crois à la rentrée prochaine, certaines écoles vont être inaugurées. Avec nos partenaires, parce qu'on a tout à l'heure, on a parlé de déficit au niveau de l'accès, on a réussi, le département a réussi, si on prend le pré-universitaire, a réussi à construire aujourd'hui près de 600 salles de classe pré-primaire. Imaginez, avant 2021, si nous prenons cette date repère, avant 2021, en ce qui concerne le public, on n'avait que deux centres ou deux établissements publics, à part le CEC, qui fonctionnait tant bien que mal, les centres d'encadrement communautaire, on n'avait que 2 octobre et Jean-Paul II. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, nous avons, dans le cadre du projet PREPEF, c'est un projet pour le préscolaire et l'enseignement fondamental, le département a réussi à construire près de 600 salles de classe pré-primaire pour permettre aux tout petits d'y accéder, de passer au moins 1 an avant d'aller au primaire, pour les préparer avant d'aller au primaire. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'il y a un rapport de la Banque mondiale datant de 2018 qui a clairement souligné que lorsque les enfants ont la chance, n'est-ce pas, de suivre au moins 1 année d'études ou de préparation, disons de préparation, avant leur inscription au primaire, ils ont plus de chances de réussir au primaire et de continuer jusqu'au secondaire. Tout à fait. Et surtout lorsque c'est dans la langue nationale aussi. Donc ça c'est en termes de qualité un vaste programme de révision, d'adaptation des programmes aussi a été lancé avec l'appui de l'UNESCO à travers le BIE, Bureau international d'éducation. Et un COC, cadre d'orientation curriculaire, a été élaboré. Et actuellement, les équipes sont sur place. Ces équipes-là sont en train de travailler pour la révision des programmes. Et au niveau du CP, d'ailleurs, les programmes sont déjà prêts. Et à partir de l'ouverture prochaine, ces programmes seront mis à l'échelle. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est en termes de qualité. En termes de gouvernance, et ça me concerne à plus d'un titre en tant que conseiller chargé des questions de législation scolaire. En termes de gouvernance, imaginez. Les textes, quand on prend certains textes, quand on prend les textes régissant portant statut de l'enseignement privé en République de Guinée, ces textes-là datent de 1984. Monsieur Dr Mansare répète 1984. C'est ancien ça. Est-ce qu'on peut appliquer une vision de 1984 aux réalités actuelles? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour cela à un moment donné, quand on prend aussi les règlements généraux des examens, ces règlements généraux des examens datent de 1997. Il peut me rectifier. En 1997, les règlements généraux des examens. C'est pour cela à un moment donné, il y avait tellement de fuites de sujets, les gens se demandaient comment est-ce qu'il possible. Il y avait tellement de fuites de sujets, les gens se demandaient. Mais c'était simple. C'était simple. Parce que la façon dont le processus qui était décrit dans les règlements généraux favorisait la fuite des sujets. Donc c'est ce processus qui a été révisé. On a actualisé les textes. Quand nous prenons l'enseignement franco-arabe qui tient beaucoup à cœur Dr Mansare, il n'y a pas de texte en tant que tel. C'est-à-dire que texte officiel, il n'y en a pas. Donc à un moment donné, nous nous sommes posé la question même, comment est-ce qu'on est arrivé là? Il n'y a pas de texte qui réglemente. La question sur le voile, par exemple, il n'y a pas de texte qui cadre, qui encadre. Il n'y a pas de texte qui réglemente. Tout à fait. Donc, à un moment donné, on était obligé de prendre, en attendant qu'il y ait les textes, de prendre un acte pour autoriser au moins le voile non intégral, en attendant. Et donc, c'est entre autres actions qui ont été menées et qui sont en train d'être renforcées pour la qualification de notre système éducatif. Entre autres actions, bien entendu. Voilà. C'est bien dit, Monsieur Camara. Et comme je ne suis pas le seul dans ce studio, mes co-débatteurs, mes chroniqueurs sont en train de piaffer d'impatience. Voilà, je vois docteur avec son petit doigt. Docteur, vous avez une petite question à l'endroit de
notre invité, M. Si j'ai des questions ou j'ai une petite question? D'accord, merci. D'abord, permettez-moi solennellement que je puisse profiter de remercier et de féliciter M. Camara, surtout l'équipe d'alors et celle d'aujourd'hui. Nous avons été confrontés à ces textes caducs, surtout l'enseignement franco-arabe. Je me devais devoir pour écrire un premier article. Là, je viens de finir un autre article sur quels sont les fondamentaux juridiques sur la base desquels on peut parler de l'école franco-arabe dans un État laïque à dimension de la Guinée. Donc peut-être je le ferai part de cet article-là concernant nos conventions, les textes qui régissent tout ce qui a été ratifié par la Guinée et nos lois organiques ainsi que la Constitution qui fait foi aujourd'hui à la charte de la transition. Et pourquoi je tenais à remercier? Parce que premièrement, quand on a eu le problème des boursiers franco-arabes, c'était leur équipe, à savoir M. Sayomara, lui en question, autant de M. Guemawin, et ils ont été rétablis. C'était des Guinéens légués au second plan et qui se sentaient exclus de la République. Ils ont été rétablis. Pour la première fois que j'ai échangé avec eux, ils ont dit non, il y a une déperdition, les enfants n'arrivent pas à valider, je vais faire comprendre que ça a été corrigé. Et après, il y a la question de voile. Voile en tant que voile, en tant que coutume, tradition et foi, et en tant que aussi civilisation orientale. Et la question a été abordée, une note circulaire a été prise. Et c'est ce qui a mis en train. À l'époque, j'avais fait une tribune qui disait qu'il mettait en cause plus de 40 000 étudiants. Parce qu'à peu près, je connaissais même des familles qui avaient déjà abandonné, qui étaient obligées d'aller dans les centres de mémorisation du Coran et abandonner l'école. Parce que ça ne colle pas à la conviction religieuse qui est un droit. Et là aussi, on est arrivé sur la question de la formation des formateurs. Et donc, je peux enchaîner des réformes que, depuis 5 septembre que le département MEPIA a vraiment entrepris pour favoriser l'enseignement franco-arabe. Donc, et surtout, même pas aussi pour marcher sur votre langue, quand on prend le quota aussi qui a été attribué aux franco-arabes, je pense que c'est une avancée. C'est une avancée. Donc, en réalité, nous, il mérite d'être salué et remercié. Et je me rappelle, pour la première fois qu'il m'a contacté, c'était de voir est-ce que nous avons un texte réglementaire, si nous avons connaissance d'un texte réglementaire de l'enseignement franco-arabe. Ça veut dire que le monsieur, il est averti, il sait ce qu'il fait, il cherche à se référer, et c'est ce n'est pas le cas à la majorité de nos cadres. Donc j'en profitais pour le remercier, c'est pourquoi je tenais aujourd'hui à taper la pluie pour venir vraiment le gratifier cela. C'est vrai, nous avons plusieurs doléances. Maintenant, ma question aujourd'hui, principalement, vous n'êtes pas sans savoir que quand on regarde le taux de réussite dans nos examens nationaux par rapport à ce qui devrait l'être, je crois que ça pose problème. Pour moi, le Mali vient de donner des résultats, ils sont à 27% au baccalauréat. 27%. Donc, mais quand vous prenez la France, ils sont à combien de pourcents? Le Maroc, ils sont à combien de pourcents comme pays de référence? Donc, normalement, si nos systèmes de gouvernance, de contrôle, d'inspection, le programme était révisé et les enseignants passaient par ENI et ISEC, on devrait être au minimum à 85%. Parce que c'est des moyens qui sont créés. Et à date, quelles sont les mesures qu'on puisse prendre ou les démarches administratives, même voire législatives, pour permettre de rehausser ces taux-là? Parce que l'échec, là, c'est coûteux pour l'État, c'est coûteux pour les parents, ça a même des retombées économiques dramatiques pour la finance publique, que les gens n'arrivent pas à cerner. Donc, maintenant, la question rapidement, docteur. La question, quelles sont les mesures qu'on puisse prendre comme des pistes de solution pour encadrer le phénomène de l'échec afin qu'on puisse réussir le taux de réussite? D'accord. Oui, monsieur. Très bien. Merci vraiment, docteur, pour cette question très très pertinente et merci vraiment pour les mots de félicitations tout à l'heure à l'endroit de ma modeste personne. Mais ce n'est pas moi. Un conseiller n'est pas un administrateur. Donc, un conseiller conseille. Les administrateurs, les décideurs, voilà, ce sont eux que nous devons remercier. Ça veut dire ils ont écouté les conseils et ils ont appliqué. Voilà, donc moi je rappelle toujours aux gens que je suis conseiller, je ne suis pas administrateur. Donc les résultats, ce ne sont pas les miens, ce sont les résultats de ceux qui décident et de ceux qui exécutent. Voilà, donc les différents ministres qui se sont succédés, ils sont à féliciter, ils sont tous à féliciter. Les différents directeurs, les chefs de service, ils sont tous à féliciter. Et au plus haut sommet, le gouvernement, les différents gouvernements, le président de la République au plus haut sommet, sont à féliciter parce qu'aujourd'hui, il
il faut reconnaître que la question de l'éducation est au centre des préoccupations et fait partie des priorités, dans le cadre du processus de refondation de notre pays. Alors, pour répondre à sa question, en ce qui concerne le taux élevé d'échec aux examens, et comme il l'a dit, la qualité d'un système éducatif n'est pas appréciée, ne doit pas être appréciée par le taux d'échec. On a pris l'habitude en Guinée d'apprécier la rigueur, la qualité de la formation par le taux d'échec. On applaudit l'échec, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, depuis 2021, plusieurs actions sont prises, d'autres réformes sont en cours. J'en ai cité certaines réformes, mais il faut aussi ajouter la formation des formateurs. La formation des formateurs. Quand vous comparez les résultats, même si c'est ces 3 dernières années, ces 4 dernières années, vous allez constater quand même une certaine amélioration. Une certaine amélioration. À un moment donné, pour le baccalauréat, on était tombé jusqu'à moins de 20%. Jusqu'à moins de 20%. On était à 15%, je crois. Voilà, donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes à plus de 30%. C'est pour dire qu'il y a une certaine amélioration. Et cette amélioration est le fruit de différentes réformes progressives depuis pratiquement 2021 et bien avant. Parce qu'il faut être honnête intellectuellement. Un résultat n'est pas le fruit d'une réforme au cours d'une année scolaire. C'est plutôt le résultat, c'est-à-dire que c'est le fruit des réformes datant de plusieurs années. Donc c'est pour cela, intellectuellement, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Donc ce sont des réformes datant de plusieurs années qui portent fruit. L'éducation, c'est comme ça. C'est pas comme, par exemple, le riz, en 3 mois, tu sèmes, en 3 mois, tu récoltes. Non? Voilà, c'est tout à fait le contraire. Alors, pour sa question, il y a d'abord la question de la formation des formateurs. Avant 2021, le service formation continue du personnel enseignant n'avait pas de budget. Il n'y avait pas une ligne permettant à ce service de mener des activités sur le terrain. Mais depuis 2022, pratiquement, on a dépassé la barre de 30 000 d'enseignants et encadrés formés. La barre de 30 000. Ça, c'est bien. Privé comme public. Parce que nous, quand nous sommes venus, nous avons dit le privé, le public, c'est l'école guinéenne. Parce qu'on avait carrément séparé les deux. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, et les manuels, et la formation des formateurs, on implique le privé comme le public. Enseignement général comme enseignement franco-arabe. Tout à fait. Parce que c'est l'école guinéenne. C'est l'école guinéenne. La formation des formateurs a été relancée. Quand nous prenons l'inspection, avant 2021, l'inspection, les inspecteurs n'avaient fait aucune inspection depuis 4 ans. Comment peut-on reformer un système où on ne fait pas d'inspection pédagogique et administrative? Ça, c'est vrai. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous prenez d'abord les profils des inspecteurs, les profils des inspecteurs, pratiquement, on peut dire aujourd'hui, on n'a pas de... Est-ce qu'on a même une école d'inspection quand même, on forme les inspecteurs? C'est qu'on n'a pas d'inspecteur. Voilà, quand même. On n'a pas d'inspecteur. Voilà. C'est pour cela l'une des réformes capitales ou l'une des décisions capitales qui a été prise, c'est le fait d'envoyer les inspecteurs actuellement qui sont à l'ISE, à l'Inspection Générale de l'Éducation, en formation à l'ISEC, en collaboration avec l'ICAD, l'Université Cheikh Anta Diop. Vous comprenez? Donc ils sont aujourd'hui en formation, ils sont tous en formation, y compris le premier responsable. Donc c'est l'une des réformes pour les former en inspectorat. Parce que ça c'est une filière, c'est un profil, c'est un diplôme. Quand vous prenez les gestionnaires scolaires, les chefs d'établissement, pratiquement ce sont les enseignants qu'on sort de la classe, on les nomme. Et on sait dans quelles conditions on le faisait. C'est-à-dire c'est quelqu'un, un enseignant qui connaît quelqu'un, qui connaît le conseil du ministre, et puis finalement on le prend, on le met là. Il n'a aucune qualification en termes de gestion d'un établissement scolaire. Très bien dit. Donc aujourd'hui des initiatives sont prises dans ce sens pour former même les gestionnaires scolaires, afin que les gestionnaires scolaires soient un corps, soit un corps à part entière du système. Ça c'est entre autres réformes. Voilà, donc il y a aussi des réflexions en cours pour la réforme même des examens.
et pour la réforme même de la méthodologie la méthodologie d'évaluation lors des examens. Parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que la méthodologie d'enseignement était différente de la méthodologie d'évaluation. La dosomologie. C'est-à-dire même construire un sujet, ça s'apprend. Ah oui, ça s'apprend. Tu ne peux pas former un élève sur l'APC et l'évaluer sur autre chose. C'est clair. Donc, je crois que c'est très bien dit, c'est pour cela qu'on a formé les gens même en dosomologie pour savoir concevoir un sujet conformément aux résultats attendus des différents programmes. Chaque leçon, chaque programme, chaque discipline, il y a des résultats attendus. Donc, conformément à ça, il fallait former les gens. Merci bien, Monsieur Mandela, c'est très bien dit, mais voilà, et il faut rappeler que nous sommes dans le bureau du prof, l'émission éducative qui vous parvient tous les samedis quand il est 14h. Et aujourd'hui, on a comme invité M. Aboubakar Mandela Camara. Il est sociologue, spécialiste en planification et gestion de l'éducation et aussi conseiller technique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. L'émission, elle est interactive. Vous pouvez donc appeler pour poser des questions ou en tout cas votre touche contributive. Vous pouvez donc nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Appelez et participez à l'émission. Excellence Barry, je vais cette fois-ci me tourner vers vous pour que vous posiez aussi une autre question s'inscrivant dans la logique du thème du jour. Merci, on a vraiment du plaisir à écouter notre cher invité qu'on connaît depuis maintenant des années. Sa contribution ne baisse pas du tout. Au fil des ans, il est toujours au rendez-vous pour la qualification du système éducatif guinéen. Voilà, et donc nous les saluons, nous les félicitons pour toutes les réformes entreprises depuis qu'ils sont aux affaires. Même s'il est conseiller, mais moi je pense qu'en étant conseiller, si vos conseils tombent dans de bonnes oreilles, donc faites aussi partie de l'échelle de réussite. Voilà, donc il a touché des points qui méritent quand même d'être un peu débattus. C'est un peu par rapport à ces inspecteurs. Voilà, avec les termes inspecteurs disciplinaires, je me demandais, les inspecteurs la sortent d'où? Je pouvais voir un inspecteur qui vient à l'école qui ne sait même pas c'est quoi la notion d'inspection. Voilà, un inspecteur qui vient tomber sur son maître lui-même, d'abord lui-même il est désorienté d'abord, parce qu'il n'a pas de notion à proprement parler d'inspection. Voilà, aussi en termes de formation des formateurs, je vais demander à monsieur le conseiller s'il ne trouve pas un peu insuffisant, ou parfois le plus souvent, la période des vacances doit vraiment être mise à contribution pour former davantage les enseignants. Mais le plus souvent, on dit c'est une formation accélérée des fois, on dit tant bien de jours, on prend... Je trouve franchement des fois que la formation, elle est un peu insuffisante. Bien, parlant de la législation scolaire, parce que c'est là même il se trouve au département, et le plus souvent, on a du problème quant à l'interprétation. Voilà, nos textes qui réglementent quand même les écoles, si vous prenez même ces examens nationaux, en témoin récemment, ce candidat recalé qui s'est plaint sur les réseaux sociaux, et paf, la réponse du berger à la bergère. On a vu la direction générale des examens et contrôles scolaires qui lui aussi a répondu tac au tac, au tic au tac, je ne sais pas. Voilà, du tac au tac, et finalement c'est parti dans tous les sens. On a vu des commentaires qui fusaient de partout. Voilà, et le département même s'est mêlé. Nous avons vu quand même la direction générale des examens et contrôles scolaires qui est revenue à la tâche pour présenter ses excuses et rappeler la procédure qu'il faut. Voilà, donc monsieur le conseiller général, c'est un peu par rapport à la formation des formateurs. Ne trouvez-vous pas des fois que la période est minime quant aux besoins sur le terrain, et aussi parlant de la législation scolaire, la vulgarisation, qu'en dites-vous? Très bien. Alors, effectivement, d'abord... Alors, on a un auditeur en ligne, monsieur Mandela. Les auditeurs sont... Allô? Allô? Oui, oh là là, éloignez-vous un tout petit peu de votre poste transistor, s'il vous plaît. Ça fait scène dans les casques. Ok,
Ok, d'accord, merci, c'est un peu éloigné. Oui, d'accord. Alors, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Breka, c'est Kamara Ibrahima. Kamara Ibrahima, nous vous écoutons. D'accord, je remercie d'ailleurs votre invité. Oui. Et surtout, je le salue. D'accord. Je crois bien que c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa domaine. Oui. Je suis enseignant moi aussi. Je lui remercie beaucoup avec les réformes qu'ils sont en train de faire. D'accord. Mais ils ont évoqué un point qui est très important pour nous, le cas d'inspection en Guinée. Si vous voyez que l'éducation guinéenne ne connaît pas des fois une avancée, c'est que par manque de l'inspection. Nous les anciens, il faut mettre pression des fois. Oui. Nous nous connaissons entre nous. Si toutefois l'État établit, le ministère établit une inspection à chaque année et à chaque mois, peut-être même c'est pas chaque mois, mais chaque 2 mois, j'établis cette inspection dans les écoles, connaître comment évolue dans les différentes écoles guinéennes. Vraiment, les anciens auront dû prendre du sérieux dans les écoles. Ok. C'est ça seulement qui manque. D'accord. Nous, on leur demande vraiment d'organiser les inspections, s'ils ne disent pas, mais de répondre les inspections dans les écoles. D'accord. Vous savez, nous, les anciens, il faut mettre pression des fois. Tout à fait. Parce qu'il y a des anciens là. Tout à fait. Merci, Monsieur Camara. Vous avez été largement compris. Vous pouvez aussi appeler sur le 629 95 67 67. Monsieur Mandela, on vous tresse des couronnes, on vous distribue des roses dans cette émission. Hein? C'est un plaisir et un honneur. Oui, allez-y, continuez. Et grâce à vous. Alors, je crois que son inquiétude résume à la question de Excellence, Excellence Barry. Alors, pour le cas de la formation, il y a plusieurs catégories de formation. Il y a plusieurs catégories. Il y a des formations, on a juste besoin de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures. Il y a d'autres, on a besoin de 3 jours. Il y a des formations, par contre, on a besoin d'1 mois. Et il y a d'autres formations, et puis il y a des formations continues, il y a l'encadrement rapproché. Il y a aussi des formations initiales, à ne pas confondre. Alors, nous avons catégorisé, nous avons redynamisé le service. Nous avons donné un certain, même si ce n'est pas encore suffisant, mais des moyens, quelques moyens, notamment des ressources financières au service, qui organisent des formations intenses parfois, de 2-3 jours. Mais en plus de ça, nous avons relancé... Alors, on va vous... Oui, allô, bonsoir monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Alain Bangoura depuis Koya. Monsieur Bangoura, vous êtes le bienvenu dans cette émission, nous vous écoutons. Oui, je salue votre invité et je le remercie beaucoup. Je sais qu'il imite son domaine là. D'accord. Maintenant, ce que moi je veux poser, les systèmes d'évaluation, ce qu'on a constaté, les examens passent les résultats, les meilleurs sont derrière. Parce qu'on dirait que l'État a été émaillé de faux, parce qu'on a constaté même les récapitulants, les triplants, ceux qui ne viennent pas à l'école sont devant les bleus. On a vraiment se posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et les systèmes d'évaluation, je pense qu'ils n'ont qu'à changer les systèmes d'évaluation. Le système d'évaluation, ça joue beaucoup. Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez comme système d'évaluation, vous? Moi, je propose comme système d'évaluation. Ça fait des années, on impose dans les privés et dans les publics. Mais jusqu'à présent, les anciens ne maîtrisent. Il y a une école qu'on appelle à Koya, Sainte Famille. Le système d'évaluation, les élèves sont évalués chaque semaine. D'ici l'examen, vous savez directement que quel examen qui est candidat normal pour affronter l'examen. Parce qu'ils te connaissent en classe. Ils vont à l'examen, ça trouve que chaque élève sait son niveau et les anciens connaissent le niveau de tous les élèves qui sont en classe. Mais tu verras dans les écoles publiques, plus de 50 élèves, l'ancien sait individuellement l'enfant a quel problème. Alors, merci. Ce que nous remarquons, moi je ne suis pas enseignant, mais j'ai une notion de... Alors, merci Monsieur Bangoura d'avoir appelé depuis Koya. Voilà, nous revenons à Monsieur Mandela qui... Donc, on parlait des catégories de formation. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a certaines formations qui demandent plus de temps. Il y a d'autres qui demandent peu de temps. C'est pour cela qu'on a relancé les cercles, au niveau de l'élémentaire, les cercles de qualité. Les enseignants savent de quoi il s'agit. C'était une rencontre périodique entre les enseignants eux-mêmes pour des partages d'expériences.
Il y a des enseignants, ils ont la pédagogie. Ils sont bien qualifiés. D'autres, ils sont soit débutants, soit moins qualifiés, et soit moins expérimentés. Donc, ils se retrouvent entre eux. On a relancé les cercles de qualité. En plus de ça, on a relancé surtout au niveau du secondaire l'encadrement rapproché. L'encadrement rapproché, ça aussi c'est de façon périodique. Parfois même, aujourd'hui même, ce sont les chefs d'établissement qui sont chargés surtout de l'encadrement rapproché. Donc, de temps en temps, le chef d'établissement, en plus de ses fonctions administratives, il a aussi des fonctions pédagogiques. Et ce n'est pas seulement des fonctions administratives. Alors, donc, c'est pour cela, l'autre chose, c'est que nous voulons envoyer, pour ne pas dire faire retourner, beaucoup à l'école, dans les instituts de formation, notamment à l'ISEC, pour qu'ils soient formés. Même dans, comment on appelle ça, dans le statut particulier de l'enseignant, des enseignants ou des personnels d'éducation, on veut instaurer un certain nombre de corps, notamment le corps, en plus des inspecteurs, des enseignants et autres, on veut instaurer aussi le corps des gestionnaires scolaires, pour que ce soit professionnalisé, qu'ils soient formés. Voilà, à ça, à ce métier-là. Voilà, donc c'est ces différentes formations. Et nous en sommes conscients et des dispositions sont prises par rapport à ça. En ce qui concerne les textes, la vulgarisation, on a aujourd'hui des services. Vous conviendrez avec moi que le service éducation civique était un service aussi qui était presque dans la poubelle. Complètement oublié. Alors que ce service, c'est un grand service. Qui peut jouer un grand rôle en termes de vulgarisation des textes, en termes de moralisation, en termes de sensibilisation, en termes de civisme, en termes de citoyenneté. Donc ce service aussi, aujourd'hui ce service a été redynamisé. Et ce service, aujourd'hui, je félicite les responsables de ce service qui sont en train de faire un excellent travail en termes de vulgarisation des textes. En termes de vulgarisation. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation des textes, ça se pose souvent. Et normalement, quand ça se pose, il faut se référer à la source. Voilà. Et nous, malheureusement, les réseaux sociaux ont pris le dessus sur les spécialistes au niveau des réseaux sociaux ont pris le dessus sur les spécialistes des questions. Voilà, aujourd'hui il y a des questions, par exemple, il faut voir Dr Mansaré, aujourd'hui qui s'y connaît sur tout ce qui est enseignement. Moi, il a dit tout à l'heure, moi je l'appelle quand il s'agit des textes concernant l'enseignement francophone, je l'appelle s'il a des documentations. Parce que le rôle d'un conseiller, par exemple, c'est de s'informer aussi. S'informer, collecter des informations, faire des enquêtes, collecter des données, venir faire une synthèse, venir conseiller. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. En ce qui concerne l'inspection aussi, je suis tout à fait d'accord, mais nous commençons d'abord, comme on le dit en langage familier, par le commencement. Il faut former les inspecteurs. Parce que si les gens ne sont pas formés, ils vont aller dans les salles, ils vont aller dans les écoles complexées, ils ne sont pas outillés, et ils vont se demander qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc finalement, on sait par le passé, dans un passé récent, les gens partaient dans les écoles juste pour cesser le prix de carburant. Donc, mais depuis un moment, ça a cessé. Les gens, on est en train de les former progressivement. Voilà. Alors, moi, je vais placer... mais il y a un des auditeurs qui a posé, qui a soulevé un problème important. En ce qui concerne le classement, il faut faire beaucoup attention. L'examen ou le concours est différent du parcours scolaire. Ça, c'est clair, hein? C'est différent du parcours. L'idéal est que ceux qui ont toujours l'habitude d'être premiers soient aussi premiers à l'examen. Mais ça peut ne pas être. Pourquoi? Parfois, ça dépend des dispositifs et des circonstances. Parfois, pour des raisons personnelles, individuelles ou psychologiques, quelqu'un peut échouer un examen. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est comme un championnat de football. Tout à fait. Par exemple, j'ai dit qu'une équipe peut avoir les plus grandes stars, c'est clair, mais ne pas remporter parce que moralement, par exemple, il peut y avoir des problèmes, soit personnels, tu peux perdre ton enfant, tu n'es pas à l'aise, ou bien un parent qui est malade, tu n'es pas. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Qui rentrent en jeu. Donc c'est pour cela, le classement, ça c'est autre chose. Lors d'un examen ou d'un concours. Voilà, donc ça dit que tu ne dois pas. Si tu échoues un examen, ton échec n'est pas dit forcément
à ton niveau, mais c'est parfois dû aux circonstances dans lesquelles l'examen a été organisé, ou toi-même tu as participé. Donc si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas moralement au top, tu peux ne pas avoir l'examen. Donc ça arrive aussi. C'est comme pour dire que parfois il est normal aussi de préparer psychologiquement. C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, docteur, rapidement, et surtout soyez très bref s'il vous plaît. Surtout ça. Ma première question s'adresse à monsieur le conseiller. À un moment donné, il y avait cette question de direction nationale de l'enseignement franco-arabe. Peut-être que ça représente à peu près 19 à 20% du système éducatif, mais il n'y a pas une direction qui est censée quand même prendre toutes ces anomalies en question. Ça, c'est la première question. Deuxième question, par rapport au lycée technique. Ailleurs, il y a le lycée technique qui rentre en jeu, qui fait vraiment la fierté pour essayer de professionnaliser les métiers dans le pays, en conformant à la vision du gouvernement. Et ma dernière question, il s'agit exactement aujourd'hui, à date, sur quelle base on peut dire que les enseignants franco-arabes publics ne sont pas en service. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs... Il y a plus de l'école publique franco-arabe à peu près. Il y a plus de 5 à 20 ans, voire 30 ans, il n'y a pas d'école publique. Mais vous recrutez des enseignants. Où vous les amenez? Très bien. On va prendre la première question. Si vous pouvez reprendre la première question sur la direction nationale, de l'enseignement franco-arabe. Effectivement, c'est le même constat que nous avions établi à l'époque, en 2022. C'est le même constat que nous avons établi. Nous nous sommes dit, vu l'ampleur que prend ce ordre d'enseignement, il serait judicieux de mettre en place une direction nationale enseignement franco-arabe. Donc une commission a été mise en place. Et moi-même, j'étais vice-président de cette commission. La commission a travaillé. Et la commission a produit les textes de base. Et les textes de base qui ont été transmis au secrétariat général du gouvernement. Mais il s'avère que... Allô? On dirait qu'il y a un auditeur. Hein? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous vous appelez comment et vous nous... Je m'appelle Mamoudou Kaba, je vous appelle depuis Kipé. Alors, monsieur Kaba, nous vous écoutons rapidement. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à votre invité. Oui. J'ai une question. Bon, nous, à notre temps, souvent, nous voyons on voyait les inspecteurs, souvent dans les écoles publiques. Mais je me demande actuellement si la donne a changé. Est-ce que ces inspecteurs-là aussi viennent dans les écoles privées? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, la majorité des problèmes se situent là. Maintenant, ces inspecteurs qui viennent si réellement ils viennent dans les écoles privées, c'est uniquement pour venir évaluer le niveau des enseignants ou des élèves ou l'encadrement technique ou les modalités de paiement, tout ça là, parce que nous sommes des élèves, ça nous concerne. Donc, quels sont quand ils viennent dans les écoles privées, et quelles sont les priorités quelles sont les choses qu'ils font? D'accord. Vous êtes là compris, monsieur Kaba. Merci d'avoir appelé. Et rapidement, voilà. Oui, rapidement pour l'enseignement franco-arabe. Donc, ça veut dire qu'il y a des textes de base qui existent déjà. Mais il y a des réformes préalables à faire. Parce qu'il faut d'abord, dans l'organigramme même du département, que cela soit instauré avant que la direction même ne soit mise en place. Alors, je vais rebondir sur la question de l'auditeur, parce que les auditeurs sont des rois. Ah oui, c'est clair, c'est pourquoi vous interrompez là. Voilà, donc, alors, les inspecteurs, ils font de l'inspection administrative et pédagogique. Au début de chaque année, il y a une lettre directive que l'inspection générale envoie sur ce qui doit être fait, comment le système doit être organisé, le volume horaire, voilà, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc l'organisation du système en un mot. Voilà, donc les inspecteurs, quand ils partent dans les établissements, ils se rassurent que la lettre directive est appliquée à la lettre.
hein, elle est appliquée à la lettre. Je prends un exemple palpable. Lorsqu'on dit que la chicotte ou le fouet est interdit à l'école, et quand les inspecteurs viennent, ils s'intéressent à cette question. Voilà, donc ils regardent aussi au niveau des enseignants. Voilà, donc est-ce que l'enseignant a tous les documents pédagogiques? Est-ce que la direction a tous les documents administratifs? Donc ils s'occupent des questions administratives et pédagogiques. Très bien, nous sommes arrivés au terminus de ce numéro du jour. La radio, c'est l'heure, et si on ne respecte pas l'heure, on risque de nous taper sur les doigts. Le directeur des programmes, il nous suit. Un clin d'œil au directeur général Aboubakar Kamara et aussi au PCA, Monsieur Edouard. Ça a été réellement un plaisir et merci à tous. Et voilà, on avait comme invité aujourd'hui Monsieur Mandela Aboubakar Mandela Kamara, sociologue spécialiste en planification et gestion de l'éducation, conseiller technique au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Et du côté de la baie vitrée, Mamadou Diallo et Michel Ouamouno nous ont accompagnés. Et côté télé, c'est mon captif Hassan So. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la même énergie. Au revoir. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup à tous.